Photographier, c'est écrire avec la lumière. Tu le sais peut-être déjà, comme tu connais peut-être déjà le triangle de l'exposition. Mais connais-tu les reliques de la mort de l'exposition? Alors je pense que non, parce que c'est moi qui ai créé ce concept. Je vais tout expliquer. Comme dans Harry Potter, quiconque maîtrise les reliques de la mort de l'exposition maîtrise l'exposition de sa photo. Et vu que photographier et s'écrire avec la lumière, il est primordial de comprendre comment l'appareil photo reçoit la lumière et comment jouer avec. Si tu es débutant, ne t'inquiète pas, on va suivre les bases pas à pas de l'exposition, revoyant le triangle de l'exposition, mais en allant encore plus loin. C'est une vidéo qui va être dense et riche en informations, donc n'hésite pas à la regarder plusieurs fois pour être sûr de bien avoir tout compris. Et comme ça, moi, ça me fait plus de vues et donc plus d'argent. C'est faux, je suis extrêmement pauvre. Je m'appelle Lucas Gilson et laisse-moi t'expliquer tout ce que tu dois savoir sur les reliques de la mort de l'exposition. Ok, j'abuse, pardon. Commençons donc avec le triangle d'exposition qui comporte 3 paramètres. L'ouverture, la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO. Il faut bien comprendre que quand on prend une photo, on laisse rentrer une certaine quantité de lumière à travers un objectif, lumière qui va rentrer pendant plus ou moins de temps et s'imprimer sur une surface qui a une certaine sensibilité à la lumière. Rien qu'en disant ça, je viens de te résumer le principe du triangle d'exposition. On va donc décomposer tout cela. Mais avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner, liker, tout ça. L'ouverture. La lumière va rentrer à travers l'objectif. Ce dernier est composé de plein d'éléments différents, y compris un diaphragme. Le diaphragme, c'est comme l'iris de ton œil. C'est une bague métallique, bon, là, pas comme l'iris de ton œil, mais soit, composée de plusieurs lamelles qui s'ouvrent et se ferment pour laisser passer plus ou moins de lumière, comme l'iris de ton œil. La valeur de l'ouverture est exprimée par une fraction. Il s'agit de f, la valeur focale, divisée par un nombre. 2, 4, 8, 11. Pour simplifier les choses, on l'appelle en f. Plus la valeur f est petite, plus l'ouverture est grande, vu que c'est une fraction. Donc, f2 laissera passer plus de lumière que f4. Et forcément, plus l'ouverture est grande, plus il y a de lumière qui va passer. Cependant, l'ouverture ne joue pas que sur la quantité de lumière qui passe et donc que sur l'exposition. En effet, plus l'ouverture est grande, plus la zone de netteté sera petite. En résumé, plus tu ouvres grand, plus tu auras un flou d'avant et d'arrière-plan prononcé. Mais c'est pas la seule manière d'avoir du flou, je te ferai une vidéo complète sur ce sujet, donc abonne-toi quoi. De plus, un objectif ouvert à son maximum aura souvent moins de détails que quand il est un peu fermé. Donc, si tu fermes un peu, l'objectif, je te vois venir, tu auras souvent plus de détails dans ton image. Cependant, il ne faut pas tomber dans l'excès car un objectif fermé au maximum aura ce qu'on appelle de la diffraction, ce qui réduit le détail de ton image. Cela dépend de chaque objectif, donc fais des tests, mais en règle générale, un objectif est le plus détaillé entre 2 et 3 stops en dessous de son ouverture maximale. Donc en gros, si tu as un objectif qui ouvre à f2 maximum, son plein potentiel est souvent situé vers f5.6 ou f8. Petite parenthèse de vocabulaire, un stop ou diaph est une valeur d'exposition. Quand on baisse d'un stop, on laisse rentrer 2 fois moins de lumière. Quand on augmente d'un stop, on laisse passer 2 fois plus de lumière. La vitesse d'obturation. La lumière, une fois passée par l'objectif, va aller s'imprimer sur une surface photosensible, capteur ou pellicule, durant un certain temps. Ce temps est appelé la vitesse d'obturation. Plus tu laisses la lumière rentrer longtemps dans ton appareil, plus la scène va être lumineuse. Moins tu la laisses entrer, moins la scène va être lumineuse. Jusque-là, ça paraît sensé. Cependant, comme avec l'ouverture, la vitesse d'obturation ne va pas jouer uniquement sur l'exposition, mais aura aussi une conséquence sur le rendu de ton image. Et oui, sinon ce serait trop facile et bien trop ennuyeux. Donc, cette fameuse conséquence, c'est la capacité ou non à figer un mouvement. En effet, lorsqu'il y a un mouvement de la part de ton sujet, quelqu'un qui marche, un cours d'eau, de la pluie, plein de trucs quoi, si tu as une vitesse trop lente, certes, tu auras une scène plus lumineuse, mais tu auras surtout un mouvement flou.
Ben oui, pour figer un mouvement, il faut une vitesse dite rapide, suivant le mouvement. Pour figer une personne qui pose pour toi, par exemple, vu qu'elle bouge pas beaucoup, tu peux descendre jusqu'à 1/60e de seconde assez facilement. En revanche, pour figer une voiture qui roule à pleine balle, et donc qui bouge beaucoup plus vite, il faudra plutôt être au 1/4 millième si tu veux vraiment être sûr de bien figer le mouvement. En plus du flou du sujet, qu'on appelle le flou de mouvement, le fait d'avoir une vitesse trop basse peut inclure un autre flou, celui de tes mains tenant l'appareil photo, qu'on appelle le flou de bouger. En effet, tu as beau être stable, si tu fais une photo avec une vitesse d'obturation à 1 seconde, même si ton sujet est fixe, la photo sera floue, due au mouvement de tes mains. Et c'est pas parce que tu es relativement zen que tu pourras prendre des photos à 5 secondes à main levée, hein, je te vois venir. Cependant, on peut rechercher du flou dans nos photos, parfois. Le flou de mouvement est assez esthétique pour tout ce qui est cours d'eau. Il peut aussi bien retranscrire un certain dynamisme dans une scène et donc être volontairement recherché. Pour avoir du flou de mouvement sans avoir du flou de bouger, il vaut mieux utiliser un trépied ou avoir un capteur stabilisé, même si quand tu as une vitesse d'obturation vraiment très longue, le trépied est indispensable. Le flou de bouger, lui, est parfois très esthétique en photo de sport, par exemple, permettant de rendre la sensation de vitesse, de flottement et ajouter un côté irréel à l'image. On appelle ça un filet d'ailleurs. C'est quand tu suis le mouvement avec ta caméra. Enfin, la sensibilité ISO. Troisième paramètre du triangle d'exposition. La sensibilité est exprimée en ISO. En rendant notre capteur ou pellicule plus sensible à la lumière, on augmente sa valeur ISO. Plus tu montes les ISO, plus ta scène sera lumineuse. L'avantage de monter en ISO est que tu évites de toucher à l'ouverture ou à la vitesse d'obturation qui, comme on vient de le voir, ont un impact esthétique prononcé. C'est aussi utile en cas de faible luminosité, quand ton objectif est déjà ouvert au max, et que tu peux pas descendre plus ta vitesse car sinon tu auras une photo toute floue. Par exemple en photo de concert où tu as peu de lumière mais tu peux pas avoir une vitesse d'obturation super lente, sinon les musiciens ils seront tout flous. Tu l'auras compris, c'est un paramètre qu'on va essayer de garder le plus bas possible au maximum pour une raison simple. En amplifiant la sensibilité ISO, on amplifie les défauts. En effet, lorsqu'on monte les ISO, on va augmenter ce qu'on appelle le bruit numérique. Bruit souvent considéré comme pas très esthétique en fait et relativement moche. De plus, on va avoir une perte de détail en plus d'une diminution de la plage dynamique de notre appareil. En gros, c'est la facilité qu'il a de voir des détails dans les hautes lumières et dans les basses lumières en une seule photo. En plus, lorsqu'on commence à monter très haut dans les ISO, on peut observer une dérive colorimétrique, les couleurs commencent à plus être justes. Enfin bref, il y a plein de défauts qui viennent pourrir ton image si tu commences à chercher un peu trop les ISO. La sensibilité ISO est donc à garder au plus bas possible, même si attention de ne pas tomber dans le piège de ne jamais les monter. En effet, il vaut mieux une photo nette mais avec un peu de bruit, qu'une photo floue, mais avec zéro bruit parce que tu as mis une vitesse trop basse pour rester aux ISO minimum. Chaque appareil a sa façon de gérer le bruit et chaque personne a sa tolérance au bruit. À toi donc de faire des tests afin de voir jusqu'à quelle valeur ISO tu trouves que tu peux monter sans que ça te gêne trop. Le triangle d'exposition est donc une balance à avoir entre ces trois paramètres. Si tu ne connaissais pas déjà ces paramètres, je te conseille de d'abord t'entraîner avec ces paramètres car ça fait déjà beaucoup à apprendre. Tu pourras jouer avec ces paramètres avec les modes PASM, mais je ferai une vidéo complète sur quel mode change quel paramètre. Du coup, abonne-toi. Donc, pour les plus expérimentés ou les plus téméraires, on va passer à la suite des reliques de la mort de l'exposition. Nous allons donc ajouter du fun en barre en invitant le flash à se joindre à la partie. Il faut bien comprendre que le flash va avoir deux paramètres qui sont énormément importants et qui vont jouer sur son impact dans l'exposition. Sa puissance et la distance entre lui et le sujet. Au niveau de la distance, plus un flash sera loin du sujet, moins celui-ci recevra de lumière de la part du flash. Jusque-là, rien de compliqué. Ça va? Tu suis? Nickel. On va continuer. Donc la petite subtilité est que la lumière suit une courbe exponentielle. Et ben voilà, tu suis plus, c'est super.
Non, en fait, ça paraît compliqué, mais c'est assez simple. Cela signifie juste que si tu doubles la distance entre le flash et le sujet, tu ne divises pas la lumière reçue par 2, mais bien par 4. En d'autres termes, si tu colles le flash au sujet et que tu l'éloignes petit à petit, tu constateras que le flash va perdre énormément en puissance au début, puis de moins en moins. La différence de lumière que va recevoir un sujet est la même si le flash passe de 25 cm à 50 cm que lorsqu'on passe le flash de 5 mètres à 10 mètres. On appelle ça la loi du carré inverse. La puissance maintenant. Alors, ça va peut-être te surprendre, mais plus un flash est puissant, plus il va donner de lumière, et donc plus le sujet éclairé sera clair. Ouais, il fallait réfléchir. Jusque-là, logique, hein. Mais il faut bien se rendre compte que cela peut jouer énormément sur le rendu final de la photo en termes de balance. En effet, plus tu mettras le flash fort, plus tu devras diminuer ton exposition, ce qui veut dire que plus le flash sera fort, plus il sera dominant, et rendra les autres lumières moins importantes. Regarde cet exemple avec le flash mis limite à sa puissance maximale, on dirait que c'est la seule lumière présente. Cependant, si je le mets à une puissance beaucoup plus faible, et donc que j'ouvre le diaphragme, on voit que non, il y a une autre lumière présente. Donc, plus tu augmentes la puissance du flash, plus ce dernier sera prononcé dans la photo, là où, lorsque tu le mets à une puissance très faible, tu peux plus facilement compenser la présence de ce dernier avec les autres sources de lumière. Et en soi, cette règle, elle vaut aussi pour la distance. Plus tu mets le flash près du sujet, plus il sera fort et donc plus il sera prédominant. Au contraire, plus tu l'éloignes, moins il sera fort. Comme tu peux le voir, le flash s'oppose à la vitesse d'obturation. En effet, lorsqu'on shoot avec une lumière dite continue, le soleil, les lampadaires, etc., toutes les lumières qui ne sont pas flash, la vitesse d'obturation va permettre de laisser rentrer pendant plus ou moins longtemps cette lumière. Le flash, en revanche, va délivrer toute sa puissance en un seul éclair. De ce fait, c'est une lumière beaucoup plus binaire. Soit tu as une photo avec le flash, soit non. De ce fait, la vitesse d'obturation ne va avoir aucun effet sur l'exposition du flash. Cependant, elle va permettre de jouer avec l'équilibre entre la lumière du flash et la lumière continue s'il y en a. Comme tu peux le voir avec cet exemple, je n'ai modifié que la vitesse d'obturation et on voit que le visage de mon modèle éclairé au flash garde exactement la même exposition, là où le reste de la scène change d'exposition car y a le soleil derrière les rideaux. Attention cependant avec la vitesse d'obturation au flash. En effet, si tu as une vitesse trop rapide, tu peux avoir des bandes noires super laides sur tes images qui sont en fait les rideaux de l'obturateur. Cela arrive quand tu dépasses ce qu'on appelle la vitesse de synchro-flash. Il existe certains moyens de dépasser cette vitesse sans avoir de problème, un obturateur central, un flash HSS, mais on n'en parlera pas ici car il y a déjà beaucoup d'informations. Pour faire simple, la vitesse de synchro-flash est souvent comprise entre 1/125e de seconde et 1/250e. N'hésite pas à regarder sur internet la vitesse de ton appareil ou fais comme les vrais jeunes et demande à ChatGPT. Moi je suis vieux donc je regarde dans le manuel de mon appareil, mais bon voilà, chacun fait comme il veut. Donc si tu shootes au flash et que tu restes à maximum 1/125e de seconde, donc 1 centième, 1 soixantième, 1 trentième, etc., tu n'auras pas de problème de synchro-flash et de rideau noir très moche dans ton image. Si tu es très malin, tu auras peut-être compris que les deux paramètres du flash sont les mêmes que ceux de la lumière continue, exception faite de leur implication sur la vitesse d'obturation. En effet, plus tu t'approches d'une source lumineuse, plus celle-ci sera forte et plus tu augmentes sa puissance, plus celle-ci sera claire. Et cela s'applique même au soleil. C'est juste que tu peux difficilement changer la distance qui te sépare de lui. Et il en va de même pour la puissance, ou alors tu es juste trop fort. Et tu crées ce qu'on appelle l'apocalypse. Enfin bref. Donc, n'hésite pas à tester ces deux paramètres avec de la lumière continue si tu n'as pas de flash. Vient ensuite le dernier élément des reliques de la mort de l'exposition. Ok, j'abuse, pardon. C'est le filtre ND. Le filtre ND est un filtre qui se visse devant ton objectif. Pour la plupart des filtres ND, oui je sais, il existe des filtres carrés, enfin bref.
Et ce filtre va diminuer la quantité de lumière que va recevoir ton appareil photo. Il agit un peu comme une lunette de soleil. Enfin, plutôt comme un monocle de soleil, vu qu'il n'y a qu'un seul verre. Enfin bref, le but est de n'induire aucune dérive colorimétrique, vu que c'est un filtre dit à densité neutre, d'où le terme ND. Neutral Density in English, you know. C'est un cercle sur les reliques de la mort car il ne va toucher à aucun paramètre d'exposition, contrairement au flash qui avait un rapport singulier avec la vitesse d'obturation comme on l'a vu. Il est très utile lorsque tu veux diminuer la quantité de lumière reçue sans toucher à aucun autre paramètre, ou lorsque c'est pas possible. Par exemple, lorsque tu veux faire une très longue pause à midi en plein soleil en été et que tu n'habites pas en Belgique parce que là le soleil... je le cherche, je le trouve pas. Dommage. Il va toucher à l'ensemble de l'exposition en la diminuant de manière égale. Donc, si tu fais une photo avec flash et lumière continue, mettre un filtre ND va diminuer de manière égale le flash et la lumière continue. Fort pratique tout ça. Il peut être fixe ou variable. Cela veut dire que quand on a un filtre ND variable, on peut changer l'intensité de ce dernier et donc à quel point il va diminuer la quantité de lumière reçue. Attention cependant, bien que le filtre ND variable a l'air alléchant de par son côté polyvalent, il peut inclure certains problèmes de par sa conception. Effectivement, rien n'est jamais simple. Entre dérive colorimétrique, vignettage ou modification des reflets, si tu prends un filtre ND variable, par pitié, achète-en un qui soit assez haut de gamme. Par exemple, les True Color de chez Nisi ont une très bonne réputation. C'est pas un placement de produit, hein, malheureusement, parce que j'aimerais bien, parce que j'adore l'argent en fait, mais Nisi, ils me connaissent pas. Hein. Salut Nisi, je vous fais de la pub gratuitement, payez-moi s'il vous plaît. Un filtre ND fixe sera donc moins cher pour la même qualité optique, mais forcément, tu n'auras qu'une seule intensité. Et si tu veux jouer avec plusieurs intensités différentes, il faut acheter plusieurs filtres et donc il devient plus vite rentable de prendre un filtre ND variable de bonne facture que plusieurs filtres ND fixes. Et en plus, ça t'économise de la place dans le sac. C'est un peu la différence entre focale fixe et zoom. Mais ça, c'est tout un sujet. Et voilà, maintenant tu connais les reliques de la mort de l'exposition. J'abuse, pardon. Tu es donc paré à affronter tout type de situations différentes et à t'en sortir pour avoir une exposition correcte. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à la liker et à t'abonner, car cette chaîne est centrée sur l'univers de la photo et de la vidéo. Tu pourras donc trouver plein d'autres vidéos qui pourraient t'intéresser. C'était Lucas Gisson et moi je te dis à bientôt.